Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Aujourd'hui, on a un épisode spécial pour vous. Un épisode comment débuter en course à pied ou comment inciter un proche qui veut débuter en course à pied si vous êtes vous-même déjà un fanatique de la course à pied. Avant toute chose, je tiens à remercier les Patreons du podcast. Donc, merci Dany Létouine, Yann Pomerleau, Alexandros, Gabriel Côté, ainsi que Catherine Gagné. N'hésitez pas à aller voir sa page Facebook CG Kin pour des exercices de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses. Et aussi, avant de commencer cet épisode, je suis très excité d'annoncer un nouveau partenariat du monde de la course. Là, on a des partenariats avec le demi-marathon. Tu viens de me l'annoncer en plus. Oui, on a plusieurs partenariats, mais là, je suis très excité. C'est avec une boutique de vélo et de course à pied. Ça s'appelle Au coin du pédaleur et du coureur. C'est tout juste à côté de Montréal, à Repentigny, mais c'est littéralement 10 minutes, même pas de Montréal. On a un code promo avec eux, c'est Monde de la course 10. On a déjà utilisé ce code promo par le passé. Monde de la course 10, et ça vous donne 10% de rabais sur tous les produits là-bas. Ça vaut vraiment la peine. J'ai fait un tour là-bas il y a environ une semaine. Très beau shop. C'est spécialisé vélo. Donc, c'est vraiment, tu peux aller faire une analyse de position. Ils ont vraiment tout le kit. C'était vraiment impressionnant à voir. Aussi pour les souliers de vélo. Ils peuvent vraiment t'analyser ton pied pour voir quel type de soulier ça te prend pour pas que tes genoux aillent de gauche à droite. Je ne suis pas un expert là-dedans, mais je sais que là-bas, le vélo, c'est super important, l'aérodynamisme. Donc, si vous voulez vous mettre au vélo, ça vaut en peine. Mais aussi, si vous voulez tout simplement des bonnes chaussures de course, ils en ont plusieurs. Vous pouvez consulter leur site internet, c'est pédaleur.ca. On aura aussi un lien dans la description du podcast sur Facebook et Instagram. Et utilisez le code promo Monde de la course 10 pour avoir un beau 10% de rabais. Et nous, de notre côté, on reçoit 5%, par transparence, je tiens à le dire. Et donc, ça encourage le podcast. Donc, si vous souhaitez encourager le podcast, c'est probablement la meilleure manière de le faire. Probablement. Ouais, t'achètes un vélo à 5000$, nous, on fait les calculs. J'ai pas fait beaucoup de calculs. Je pense que c'est une belle Divise ça ristourne. par 20. Divise ça par 20. Ouais, donc, bref, allez les voir, allez consulter leur site internet. Le code promo fonctionne sur internet ou en personne. Vous avez simplement à le dire si c'est en personne. Donc, sans plus tarder. Puis je remercie, en fait, je la prends sur le même coup, là, donc tu me l'apprends en même temps. Fait que je remercie aussi le magasin Le Coin du Pédaleur pour la commandite. Ouais, je te l'ai appris un peu avant, mais oui. Donc, merci beaucoup. Oui, c'est Guillaume Muet que j'ai eu. J'avais eu le plaisir de courir contre lui à l'Assomption en foulée l'an passé. J'avais terminé deuxième, il avait terminé troisième. Et là, cette année, il m'a eu. Il a terminé 2 secondes devant moi, 15-12, donc pas un mauvais coureur, 15-12 sur 5 km. Donc, très sympathique, super sympathique bonhomme. C'est sûr que je retournerai à cette boutique pour mes prochains besoins de course ou même de vélo. Peut-être que je vais m'en acheter un. Ma vieille bécane est dure. Elle fait dur. Elle dure et elle fait dur. Donc, sans plus tarder, comment faire pour commencer dans la course à pied? Tout d'abord, je pense que le plus important, si on veut commencer, c'est la motivation. Je pense que c'est la première chose qu'il faut aller chercher. Parce que souvent, c'est ça qui est le plus difficile, c'est de sortir dehors, qu'on soit coureur ou pas coureur, c'est de mettre le premier pied dehors et de commencer. Puis une fois qu'on commence, ça devient beaucoup plus facile, mais c'est de commencer. Pour ça, pour voir comment aller chercher cette motivation-là, il y a plusieurs façons, mais je tenais à ce qu'on regarde ça sous une perspective de la théorie de l'autodétermination. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une maîtrise en psychologie du sport et de l'exercice. Et donc, pendant ces 2 années, et même quelques années avant, quand j'étais en éducation physique, j'ai appris plusieurs théories, je les ai mis en pratique.
Donc, on va voir qu'est-ce que c'est cette théorie-là. Après ça, comment est-ce qu'on peut appliquer ça à la course pour être capable de trouver des manières de se motiver ou de motiver un de nos proches à se mettre à la course. Donc, en fait, la théorie de l'autodétermination, c'est une métathéorie, c'est un assemblage de plusieurs théories. Les deux plus importantes théories, si on veut, dans cette métathéorie, sont la théorie de l'intégration organismique et la théorie des besoins psychologiques de base. On va regarder en premier la théorie de l'intégration organismique. Qu'est-ce que c'est? Ça dit que on a plusieurs systèmes de régulation qui vont faire qu'on va avoir ou pas la motivation nécessaire qui va nous faire faire cet acte. Dans ce cas-ci, la course. En passant, c'est une théorie qui est fortement appliquée dans le monde du sport, de l'exercice. Donc, parce qu'on recherche à faire bouger les gens. C'est une de nos préoccupations principales du 21e siècle avec le problème de sédentarité. Ça semble aller dans une bonne direction dans les dernières années, mais il y a encore beaucoup de populations qui ne bougent pas assez. Donc, il existe plusieurs types de régulation. Certains types qui sont plus faibles, qui vont moins nous amener à une pratique à long terme de la course, et d'autres qui sont beaucoup plus puissants. Donc, à la base, si on commence du moins fort au plus fort, on a la régulation externe. Donc, régulation externe, ça peut être d'avoir des petites récompenses, des médailles, de l'argent, des choses, des petits cadeaux, si on veut. Donc, ça peut motiver les gens à courir. Par exemple, courir pour obtenir une médaille à une course. Mais c'est pas une des meilleures sources de motivation. Voulais-tu dire de quoi, Mathieu? Est-ce qu'une genre de reconnaissance par les gens extérieurs, une genre des félicitations, tu sais, je me suis mis à la course à pied, je me sens bien, j'aime ça, c'est des félicitations. Puis là, les gens disent, c'est cool, bravo, je suis content pour toi. Tout à fait. Tu sais, c'est des félicitations externes, ouais. Aussi. Ça rentre là-dedans. Tout à fait. À court terme, peut-être ça peut aider certaines personnes à mettre un pied devant, mais ce n'est pas la meilleure façon pour développer ça à long terme. Ensuite, on a la régulation introjectée. Okay, là, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est en gros? C'est un peu d'éviter de se sentir coupable si on ne fait pas la chose, ou dans un autre sens, d'être fier de l'avoir fait. Donc, ça rapporte un petit peu à l'ego. Hey, je suis fier, j'ai réussi ça. Ou, je suis content parce que si je ne l'avais pas fait, je me serais senti mal. J'ai beaucoup argumenté pendant ma maîtrise que c'était une source de motivation qui est selon moi sous-estimée. Peut-être parce que moi, j'en dépendais beaucoup. Parce que c'est vrai que si j'allais pas courir, ou du moins j'avais peur si je n'allais pas courir, je me sentirais mal. Donc, selon moi, c'est quand même une bonne source, mais dans l'ordre de la théorie, ce n'est pas encore une des meilleures. Mais on peut voir quand même que c'est plus fort quand même comme définitivement que la première, que la régulation externe, c'est certain. Puis je serais un peu du même avis que toi. Là, je connais pas les autres, mais j'aurais pensé qu'effectivement, ça serait plus haut dans la hiérarchie. Ouais. Peut-être c'est spécifique à la course, peut-être, je sais pas. Peut-être c'est différent aussi selon les gens, là, parce que j'imagine que c'est très variable quand même. Là, aussi. C'est sûr, ça va varier d'une personne à l'autre. Peut-être que moi, j'étais biaisé parce que je trouvais que ça s'appliquait beaucoup à moi. J'étais comme, comment tu pourrais pas sentir que ça te motive? Moi, pour en revenir à mes débuts en course à pied, le bien-être que ça me procurait, surtout après la course, écoute, pour moi, de mon souvenir, c'est une des choses qui me motivait le plus. Mais tu vois, ce n'est pas... Mais j'ai hâte de connaître les autres. Ça, ce que tu décris, le bien-être, on mettrait plus ça dans la motivation intrinsèque, en fait. On va s'y rendre. Ouais. Personnellement, je le mettrais plus mais par contre, être fier de l'avoir fait, c'est une fois qu'il est fait. Oui. Ça serait oui, ça serait introjecté. Être fier de l'avoir fait. C'est de la fierté et non pas du bien-être. Tu sais, de ressentir le bien-être, l'endorphine puis toutes ces choses-là. Okay. Il y a une différence là entre la fierté et le bien-être. OK, je comprends. Ensuite, si on monte dans les échelons, on a la régulation
identifiée. La régulation identifiée, c'est qu'on trouve que cette activité qu'on fait, dans ce cas-ci la course, va dans le même sens que nos valeurs. Donc, par exemple, moi, une valeur importante pour moi, c'est d'être en bonne santé, d'être capable d'être actif, c'est ça, je veux garder une longévité, avoir une certaine longévité. J'espère que quand j'aurai 70 ans, je sais que mon corps va être plus magané, mais j'espère encore être capable de faire la plupart des choses sans avoir à dépendre des autres. J'espère être comme certains coureurs que je vois qui sont dans la soixantaine et plus, puis qui continuent de pouvoir pratiquer leur sport. Donc ça a rapport aux valeurs. Puis je vais tout de suite aller à l'autre échelon, parce que c'est très similaire. La régulation intégrée, ça c'est quand la pratique du sport, de ce sport, de la course, fait partie de notre identité. Donc, la différence, la nuance est, j'ai des valeurs en commun, des valeurs qui sont importantes, tandis que quand c'est rendu que ça fait partie de ton identité, tu l'as intégré en toi, c'est comme si c'était un peu toutes les valeurs, c'est toi un petit peu. Donc, par exemple, moi, je suis un coureur. C'est ça que je fais. Je suis en forme, je bouge, je cours à presque tous les jours. Donc, tu vois un petit peu la nuance? Mais en fait, ce que je comprends dans cette chronologie-là, ou en tout cas dans ces étapes-là, cette hiérarchie-là, mais la hiérarchie n'est pas là dès le départ, dès que je me mets à courir. Elle va venir avec l'expérience de coureur. Parce qu'on s'entend que pour que ce soit intégré, ça se fait pas dans la première semaine que tu cours. Parce que tu n'es pas un coureur dans la première semaine. Fait que cette hiérarchie-là, elle s'acquiert au fil des mois, je dirais. Ben, ça peut dépendre, ça peut varier d'un temps à l'autre. Puis tu sais, la régulation identifiée, quand on parle des valeurs, ça se peut que tu aies déjà ces valeurs-là. Par exemple, quelqu'un qui a joué beaucoup au hockey ou au soccer dans sa vie, pour qui c'est important d'être actif, c'est important de bouger, ben il y aura, selon moi, moins de misère à se mettre à la course parce que ça fait déjà partie de ses valeurs. Exact. Alors que si je fais référence à moi, quand j'ai commencé à courir, je jouais un peu au hockey, mais grosso modo, je me considérais comme un sédentaire. Pour moi, faire partie de mon identité, écoute, c'était pas là les premiers mois que je courais. Là. Mm-hmm. C'était pas. Mais par contre, à ce moment-là, les valeurs acquises, le identifié que tu indiques, qui est le troisième dans la hiérarchie, pour moi, à ce moment-là, ça me paraissait plus important, mais dans les premières semaines, mois. Mais après ça, c'est devenu plus intégré, vraiment. Oui. Finalement, la dernière forme de régulation qui est vraiment séparée des autres, c'est simplement la motivation intrinsèque. Donc, tu as du plaisir à faire ça. Ça vient de soi, on dirait. C'est ça. L'exemple classique, c'est quelqu'un qui joue au soccer parce qu'il aime jouer au soccer. Il aime ça quand il joue au soccer, c'est plaisant. Là, ce que tu décrivais un petit peu du bien-être après la course, oui, c'est pas pendant, mais je pense qu'on peut quand même le relier à ça, que c'est intrinsèque. Tu as fait ça, mais tu savais que dans le futur, tu aurais quand même, tout de suite après la course, tu ressentirais ça. Certains pourraient débattre. Le sentiment du devoir accompli, j'ai fait devoir accompli, c'est pas ça. Ça serait justement de la... Non, mais ça reste introjecté. Le sentiment du devoir accompli, de je l'ai fait, je me sens fier de l'avoir fait parce que je l'ai fait. Ça, c'est de la fierté. C'est introjecté, c'est fierté, c'est introjecté. Donc, tandis que de se sentir bien une fois que c'est fait, là, ce serait plus intrinsèque. Sentir l'endorphine, là, physiquement, tu es bien ou physiquement, tu te sens serein, comme si après t'avoir médité. Là, ce serait dans intrinsèque. Puis tu vois, dans la course, moi j'avais toujours de la misère un peu avec ça, de dire, intrinsèque, c'est la plus forte forme de motivation. Parce que dans la course, c'est moyennement vrai. Je veux dire, quand tu cours, en soi, c'est pas nécessairement plaisant. Surtout quand tu es débutant. Ça peut être très douloureux, même quand tu cours, très difficile, tu es à bout de souffle. Donc c'est ça. Donc j'avais de la misère un peu, puis je trouvais vraiment que, comme tu dis, c'était vraiment la régulation introjectée qui, moi, me motivait le plus. Moi, pourquoi est-ce que je cours? Après ça, j'ai le sentiment du devoir accompli. Je suis fier de ce que j'ai fait.
Oui, mais moi, je pense que ça dépend à quel moment ça survient. Tu sais, la dernière motivation, l'intrinsèque, je pense pas qu'elle peut survenir dans le premier mois. Tu sais, c'est après une En certaine... course, en effet, En oui. course à pied, là. On En parle course en à course pied, à pied, là. 100%. Oui, oui, 100%. C'est ça. C'est plus une motivation qu'on Tu va sais, associer à d'autres sports en plus vélo, ludiques. je dirais pas ça. En vélo, t'as pas les difficultés que t'as en course à pied, là. Si tu pousses Ben, pas trop, en à effet, moins oui. d'être tout le temps dans le fond, là. Ouais. Oui, Puis, mais c'est ça, mais en course à pied, on s'entend que si tu es tout le temps dans le fond, ça marche pas. Puis même si tu pas tout le temps dans le fond, ça peut être vraiment difficile, tu sais. oui. Donc, Donc ça, ce sont ce sont tous les types, un petit peu les différents types de régulation, de motivation. ok. Euh, c'est ça. Si je fais un parallèle à moi, quand j'ai commencé à courir, honnêtement, moi, c'était très externe quand j'ai commencé. Parce que quand j'ai commencé, c'était quand j'étais jeune, j'étais au secondaire, puis il y avait notre professeur d'éducation physique, il nous faisait courir, puis on faisait des petites courses, puis à la fin de l'année, on savait qu'il y avait la grande course. Moi, je voulais essayer de bien faire à la grande course. Puis je voulais essayer de bien me classer quand on faisait les petites courses dans les cours de gym. Puis, par contre, là, j'irais peut-être dans un autre type, je me sentais bon là-dedans. J'étais pas bon dans les autres sports, mais j'étais bon dans la course. Fait que là, on va même chercher un petit peu à intégrer un petit peu, parce que je me dis, c'est moi le coureur, je suis bon à ça. Ça peut aussi aller dans fierté, dans introjecté. Donc, je pense que c'était beaucoup introjecté et externe de je voulais avoir que les gens me disent « Hey, t'es bon, t'as fait ça. » D'avoir cette fierté-là, d'avoir cette reconnaissance-là. Aussi, dans la grande théorie de l'autodétermination, on a la théorie des besoins psychologiques de base. Que ça, c'est des moyens qu'on peut augmenter ces sources de régulation, entre autres. Donc, on a besoin de 3 choses selon cette théorie. Le sentiment de compétence, sentiment d'autonomie et la relation. Donc, relation, là, si on parle avec un entraîneur, par exemple, ou avec d'autres personnes, simplement, ça, c'est une des choses qui va nous permettre d'être motivés à faire cette chose-là. Donc, de s'entourer, je pense, s'entourer de gens, je pense, c'est la clé, souvent, d'avoir quelqu'un d'autre qui va le faire avec nous. Sentiment de compétence, c'est exactement ce que je disais un petit peu, je me sentais compétent à la course, mais ça peut être difficile d'aller chercher au début, ce sentiment de compétence-là. Tout à fait. Finalement, autonomie. Si tu es entouré, ça aide à ce moment-là. Ça peut aider, entre autres, justement, de personnes qui sont à un niveau similaire ou du moins qui acceptent ton niveau. Puis à poursuivre, puis à être inspiré, puis ce que l'autre fait, puis à ce moment-là, c'est ça, acquérir la compétence. Oui, exact. Puis on a le sentiment d'autonomie. Je dirais, l'autonomie, c'est un peu des deux. Selon moi, c'est le moins pertinent en course parce que c'est plus par rapport au sport d'équipe, souvent que si le coach prend toutes les décisions pour toi et que tu sens que tu n'as pas d'autonomie, ça peut être très difficile. Mais ça peut aussi aller dans la course si tu as un entraîneur ou une personne qui te dit quoi faire, puis tu sens que tu n'as pas vraiment de pouvoir décisionnel, tu vas être moins motivé à faire le sport, à faire la course. Mais je pense que la relation et le sentiment de compétence sont vraiment les deux clés dans la course à pied. Mais tu vois, ça, moi, je suis quand même différent parce que, je pense, tu me le confirmeras, mais moi, j'adore courir seul. Je me suis toujours très, très bien arrangé seul et ça fonctionne. Je peux faire des entraînements difficiles seul, contrairement à toi qui souvent a besoin d'être avec des gens pour être motivé. Fait que moi, la portion relation, les 2 premières années que je courais en course à pied, je courais toujours tout seul et j'étais extrêmement motivé. Tu as raison, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens comme toi qui ont moins ce besoin de relation. Fait que c'est pas nécessaire, c'est pas une nécessité, mais il y a des gens pour qui ce l'est. C'est ça. Puis ça, dans le fond, tu vas l'appliquer dans tout. Là. Moi, dans mon travail, je fais un travail seul, j'ai une toute petite équipe, j'ai pas des grandes relations. C'est correct, ça me convient. Pour d'autres gens, ça conviendrait pas du tout. Fait que, c'est ce sentiment de relation-là. Si tu l'as pas dans plein de sphères de ta vie, tu n'auras peut-être pas besoin en course à pied. Oui. Ça nous ramène vraiment aux besoins de compétences. Comment est-ce qu'on peut aller chercher ça, surtout dans les débuts de la course? C'est important de se sentir compétent, sinon on ne va pas avoir envie de le faire. Ça m'amène à une autre théorie qui, selon moi,
elle est liée à la compétence. C'est un petit peu la définition de la compétence. Et c'est la théorie sur laquelle j'ai fait ma thèse à la maîtrise. Donc, c'est une théorie que j'aime beaucoup, que je trouve qui est très importante. La théorie de l'auto-efficacité. Donc, selon la théorie de l'auto-efficacité, ben, il faut à la base qu'on sente qu'on est bon dans quelque chose pour le faire. Et donc, la clé, ça serait d'augmenter notre auto-efficacité dans la course pour en faire. Donc, l'auto-efficacité, c'est sentir que tu es bon là-dedans. Est-ce que ça peut être quelque chose dans laquelle tu n'es pas bon au début, mais que tu sens qu'il y a une amélioration, puis plutôt rapide? Ça tout à fait. On va voir justement c'est quoi les sources qu'on peut avoir des sources d'auto-efficacité. Donc, il y a 4 grandes sources d'auto-efficacité. La meilleure, c'est de l'avoir fait dans le passé. C'est l'expérience. Donc, si j'ai déjà couru, je l'ai déjà fait, ben je le sais que je peux le faire. Donc ça, c'est plutôt évident. C'est rarement ça qu'on va utiliser parce qu'à la base, les gens qui ont déjà ça, cette expérience-là, ils sont capables d'aller chercher. Ils ont déjà l'auto-efficacité nécessaire pour le faire. Ils se sentent déjà compétents. Après ça, on a l'expérience vicariante, qui, selon la théorie, un petit peu, serait la deuxième meilleure source. Qu'est-ce que c'est? Moi, je connais pas ce mot-là, c'est ça. Vicariante, vicarious, ça vient de vivre à travers de quelqu'un d'autre. Donc, tu vois quelqu'un qui le fait et tu te dis, moi aussi, je peux le faire. Plus la personne te ressemble, plus la personne est en accord avec tes valeurs, plus tu vas penser que tu es capable de le faire. Donc, ça, c'était ma thèse dans ma maîtrise, de regarder si des gens qui avaient eu un AVC, ils sentiraient un plus grand sentiment d'auto-efficacité à faire de l'exercice s'ils voyaient un modèle qui avait eu un AVC versus une personne qui n'avait pas eu d'AVC. Donc, dans ce cas-ci, c'est ça, voir quelqu'un qui te ressemble, qui fait de la course, puis là, ça va relier aussi un petit peu à la relation, voir quelqu'un qui le fait, après ça, tu te dis, je peux le faire. Et là, tu vas chercher ce sentiment de compétence. L'auto-efficacité, compétence, je trouve que c'est assez interchangeable. Et donc, tu vas le faire. Troisième manière, persuasion sociale. Donc, quelqu'un de ton entourage. Ou quelqu'un, ça peut être une célébrité qui te dit, la course c'est bien. David Goggins. Ben oui, si on revient à notre épisode il y a quelques semaines. Avec Jérémy Savoie, oui. Avec Jérémy Savoie, c'était clairement mais ça, de la persuasion sociale. Mais aussi l'expérience vicariante avec ce que tu as mentionné, ça rejoignait aussi ça, tu sais, Jérémy qui a été inspiré par un influenceur. Un peu, mais moi je trouve que là on est vraiment dans persuasion sociale. Parce plus au niveau de la persuasion. Okay. Oui, parce que l'expérience vicariante, c'est plus vraiment, tu vois quelqu'un qui te ressemble. Okay. Je pense pas que David Goggins, je pense pas qu'il sentait Jérémy qui ressemblait à, tu sais, David Goggins, c'est un ex-marine. Oui, il avait fait du sport, mais il n'était pas, un ex-marine ultra fit. Là. Donc, c'est là vraiment qu'on va aller chercher une forte expérience vicariante quand on voit quelqu'un qui nous ressemble. Mais on peut quand même aller en chercher une certaine. J'ai l'impression que des fois, ça c'est le classique un peu, les gars, puis quand tu regardes les petits garçons, puis leurs idoles, puis tu vois, c'est tout comme Goku, puis des modèles irréalistes, si on veut, mais qu'on s'identifie quand même pareil à eux. J'ai l'impression que les garçons, peut-être, on est un peu moins difficile là-dessus, peut-être que les femmes. Mais c'est ça, de s'imaginer qu'on est dans la personne, c'est vraiment ça l'expérience vicariante. Donc là, persuasion sociale, te faire convaincre. Et finalement, rétroaction physiologique. Donc, comment ça te fait sentir? C'est quoi les émotions que tu sens quand tu fais ça? Ou que tu as par rapport à ça? Est-ce que tu ressens la peur par rapport à ça? Est-ce que tu penses que tu vas sentir des émotions positives ou négatives quand tu vas le faire? Ça, c'est le moins important, mais ça peut quand même l'être tout à fait important parce que tu as peur de souffrir quand tu vas commencer à courir. Oui, puis là, on est toujours dans la théorie de l'auto-efficacité. Donc, c'est par rapport à l'efficacité de soi. Donc, quand tu parles de peur, de crainte, c'est vraiment par rapport à ça. Ben c'est ça. Tu as peur de ne pas être capable. De ne pas être capable à cause des émotions que tu vas ressentir, entre autres.
Donc, si on regarde ça par rapport, c'est dans les lunettes de la course, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Tout d'abord, si tu es capable d'avoir une personne à laquelle tu t'identifies, que tu vois le faire, tu vas le faire avec elle, ça peut vraiment t'aider. Ou si tu es cette personne-là, cette personne qui sert d'exemple, ça peut beaucoup aider. La persuasion sociale, on l'a vu, ça fonctionne quand même. Puis c'est ça. Puis l'expérience, je veux dire, une fois que tu vas être sorti une fois, après ça, ça va être beaucoup plus facile de sortir une deuxième, une troisième fois, sortir ton ami une deuxième, une troisième fois, juste d'avoir acquis cette expérience-là, de l'avoir fait. C'est sûr qu'il peut avoir ressenti des rétroactions physiologiques négatives qui vont affecter ça en mal. Il s'est senti, il a de la difficulté à respirer, il suait beaucoup, il trouvait ça difficile, avait mal aux genoux. Jambes, ouais. C'est ça. Ouais. Donc, on veut toujours ça contrebalance ça. Mais selon moi, c'est ça les meilleures façons. Puis c'est ça, persuader, utiliser des modèles, des gens qui sont très convaincants. Donc, ouais, je me demandais, toi, est-ce que quand tu as commencé un petit peu à la course, c'est quoi un petit peu qui t'a motivé? C'est quoi qui t'a fait sortir, si on regarde aussi dans cette perspective-là? Puis on va essayer de je jouais quand même beaucoup au hockey, mais c'était un niveau complètement amateur, là, mais 3-4 fois par semaine. Mais c'était du hockey un peu malsain, genre avec beaucoup de boissons. Pendant et après et avant aussi. Fait que c'était pas l'idéal. Puis j'avais des jeunes enfants à la maison aussi. Fait que je me tannais du hockey. Je trouvais que c'était un peu trop... il y avait un petit peu trop d'abus, puis pas assez de sport pour, en tout cas, contrebalancer l'abus. Puis avec les enfants à la maison, au niveau de l'horaire, c'était rendu trop compliqué. Puis pour de vrai, je me rappelle pas du tout qu'est-ce qui m'a fait sortir courir la première fois, parce que j'avais déjà un vélo. Je faisais des fois du vélo, mais plus pour le fun, là, avec justement la conjointe ou les jeunes garçons. Mais... fait que je me rappelle pas qu'est-ce qui m'a fait aller courir la première fois, mais je me rappelle que quand je suis allé courir, j'ai couru d'une traite pendant, je sais pas, 1-2 kilos, puis je suis revenu à la maison, pas à la marche, je suis revenu aussi à la course, j'ai trouvé ça difficile, puis je l'ai répété, puis je pense que, en tout cas, je pense pas me tromper si je dis qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à courir en essayant de toujours battre le temps que tu faisais avant pour la même distance à peu près. Alors, je vais me rendre à telle place, je reviens à la maison, je l'ai fait en 12 minutes, je vais essayer de le faire en 11 la prochaine fois. Fait que ça, tu fais ça pendant quelques semaines, mais à un moment donné, ça tient, puis ça devient trop difficile. Puis là, ça décourage, parce que quand ça devient difficile, c'est décourageant, parce que les premières semaines, les premières fois, tu sens que tu t'améliores. Mais à un moment donné, quand tu trouves que ça devient trop difficile, là, c'est l'inverse. Tu sens que tu régresses. Puis ça, c'est décourageant sur la motivation. Puis je pense, en tout cas, de mon souvenir, je pense que j'avais arrêté. Puis j'ai repris ça, c'était en 2016. Fait que j'avais couru l'équivalent de... Si je regardais mon Garmin, là, parce que rapidement, je me suis acheté une montre GPS, pareil. Ça, on pourra en reparler, là, mais est-ce qu'il faut vraiment investir quand on commence à courir? Je pense pas que c'est nécessaire, là, mais moi, rapidement, j'avais acheté une montre GPS. J'avais couru l'équivalent de 190 kg en 2016. Puis quand j'ai repris en 2017, là, c'est là que j'ai refait ça mieux pour me faciliter la vie, puis avec l'alternance course-marche. Parce que je pense qu'une des clés, c'est là, si tu veux courir bien, sans avoir de douleur, c'est d'y aller vraiment progressivement et d'accepter de marcher. Puis d'accepter d'arrêter de vouloir battre ton temps d'il y a 2 ou 3 jours. Parce que ça, pour moi, ça mène pas nécessairement un échec, mais qu'à trouver ça trop dur puis potentiellement arrêter complètement. Ouais, puis tu mentionnes que tu as commencé en courant des 1 km d'une shot. Ouais. Je pense qu'il y a bien des gens qu'à la base, ils peuvent même pas faire ça, que ça peut être un objectif, ça peut être courir 1 minute, marcher 2 minutes pour commencer. Courir 1 minute, marcher 2 minutes. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé quand j'étais petit. Moi, je savais pas. En fait, moi, je savais. J'ai même pas réalisé qu'on pouvait faire ça. Puis je me suis dit, je sors courir, donc je dois courir. Fait que ça doit être de la course, tu sais.
Puis si je me rends compte que je peux juste courir 1 kilo, ben je vais faire 500 mètres dans un sens puis 500 mètres dans l'autre, ça va faire 1 kilo, mais je ne marcherai pas parce que je sors courir. Ouais. Puis c'est vraiment à partir de 2017 que j'ai compris que, je pense que c'était en faisant des lectures, là, j'ai commencé à faire des lectures, que t'es mieux d'intégrer des portions de marche pour t'aider progressivement à finir par courir. Mais de prendre un bon 2-3 mois d'alternance course-marche pour, au bout de 2-3 mois, être capable de courir un 30 minutes. Puis courir un 30 minutes lent, là, tout ça, là, c'est toujours lent. Là. Jamais essayer de battre ton temps d'il y a 2 ou 3 jours. T'sais. Mais je comprends la tentation à la base. Tu veux t'améliorer, tu veux des résultats immédiats. Ouais. Puis tu penses que tu t'améliores en battant ton temps. À chaque fois que tu t'améliores. Tu t'améliores, mais je veux dire, c'est pas la manière optimale de s'améliorer. Oui, mais pas. Ben non, parce que tu te crées beaucoup plus de fatigue, puis potentiellement des débuts de blessures, ou en tout cas assurément des inconforts qui à un moment donné peuvent juste décourager, de faire en sorte que, regarde, c'est trop dur. Tu sais, quand quelqu'un qui dit c'est trop dur courir, ça me convient pas, mais c'est peut-être parce que tu l'as pas fait de la bonne façon. Oui, c'est peut-être aussi. Je suis pas un fou non plus. Je réalise qu'il y a des gens pour qui ça va pas la course, que ce soit génétiquement, problème de genoux sérieux, c'est juste pas dans le tempérament, ils ont d'autres choses qu'ils préfèrent, ça se peut. Mais je pense quand même que c'est un sport universel, que c'est à la base de presque tous les sports. Le corps humain est fait pour courir. On s'est développé avec l'évolution comme ça, pour courir. Oui, tout à fait. J'ai fait un épisode là-dessus d'ailleurs à mes Super débuts. Intéressant. Tu l'avais écouté, oui. Donc, je l'ai écouté, je pense. Je l'ai même écouté 2 fois, je pense. Wow, merci. Ta thèse, mais c'était ta thèse de bac qui était faite là-dessus? C'était pas ma thèse de bac, c'était pour un cours de l'histoire du sport. J'avais fait dans le fond l'histoire de la course. Donc, comment ça a commencé. Tu avais abordé aussi l'histoire du marathon là-dedans, dans cette étude-là, oui, je pense. Oui, entre autres. Mais si à la base, on revient, c'est quoi la différence entre nous, les humains, et le reste des animaux? C'est que nous, on était bons pour courir longtemps. Puis on faisait de la chasse à l'épuisement. Il y a des preuves de ça. On chassait à l'épuisement. On courait longtemps après des bêtes qui étaient beaucoup plus rapides que nous. Mais nous, on était moins poilus parce qu'on avait évolué comme ça. Parce que de même, on surchauffait moins. C'était sur le long qu'on les battait. Puis c'est pour ça que par rapport aux animaux, on est un des animaux, probablement l'animal le plus endurant au monde si on regarde par rapport à nos autres qualités. C'est sûr, des loups sont très endurants, probablement qu'ils battraient un humain dans une course d'endurance. Mais encore là, dépendamment de c'est quoi la distance à faire. Mais par rapport à nos autres vitesses, notre sprint, notre vitesse d'endurance, puis notre endurance en général est énorme parce qu'on a évolué comme ça. À la base, on était des chasseurs d'endurance jusqu'à temps qu'éventuellement on apprenne l'agriculture et tout ça. Mais on a évolué pendant des centaines de milliers d'années comme ça. Peut-être que je me trompe dans les chiffres là, de centaines de milliers, peut-être c'est des millions, je ne suis pas certain, mais je sais que c'était pendant très longtemps qu'on a évolué comme ça. C'est ça. Mm-hmm. Avant, on était poilus comme des singes. On a perdu ces poils-là pour mieux suer. Donc, on sue très bien. Mieux réguler notre température interne, donc de mieux endurer pendant très longtemps. Oui, exact. Donc, oui, c'était super intéressant quand on avait vu ça, cette évolution. On est fait pour ça. Donc, peut-être ça peut vous aider, juste de vous dire « je suis fait pour ça ». Ça peut un peu vous mettre en une forme de régulation intégrée. Je suis fait pour ça, je suis ça. Ouais. Quand tu parlais un petit peu de montre GPS, je pense que ça peut en aider certains. Il y a de 2 manières. Tu dis « j'ai payé ». Je vais le rentabiliser. Je vais l'utiliser. Puis c'est drôle. Ça, selon moi, ça tombe clairement dans de la régulation introjectée, encore une fois. Tu ne veux pas te sentir coupable d'avoir acheté ça pour rien. Mais c'est fou, mais moi, je trouve que ça me drive beaucoup, ça. Je veux pas me sentir que j'ai fait... Donc, de faire ça, tu te mets un pied dans la porte, dans le fond, là, tu sais. Anyway, toi, dès qu'il y a de l'investissement, il faut que ça vaille la peine. Il ne faut pas qu'il y ait de perte. Ah ouais, faut pas... Donc, je pense s'acheter une montre, s'acheter une paire de souliers de course, juste ce geste-là, déjà là, ça peut être très bon pour se mettre un pied dans la porte, c'est-à-dire se forcer. S'inscrire à une course.
Bien que Oui, vas-y. Je veux juste apporter une parenthèse. S'acheter une montre, s'acheter une paire de souliers de course, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais tu n'es pas obligé d'acheter ce que les meilleurs utilisent parce que tu débutes, tu n'es pas obligé d'acheter la coche. Je sais qu'il y a des gens qui ont le réflexe de dire moi, je vais acheter la coche puis tout ça, mais tu n'es pas obligé. Puis dans les souliers, tu n'es pas obligé d'acheter des souliers à 300, 400$, puis une montre à 600, 800$. Selon moi, vas-y avec des produits de base. Si tu débutes, n'achète pas une montre à 800$. C'est ridicule. Il y a des montres moins chères que ça pour commencer. À moins que tu veuilles vraiment... T'es riche, puis il faut que ça soit 800$ pour vraiment que ça te motive à ne pas avoir gaspillé cet argent-là. Si t'es riche, puis t'as de l'argent pour tout, vas-y, mais c'est comme la personne qui commence à... oui, puis achète au coin du pédaleur. Je me trompe pas, c'est bien ça, le coin du pédaleur. Coin du pédaleur et du coureur, oui. Ouais. Mais tu sais, comme quelqu'un qui se met au golf, ça sert à rien d'acheter le kit à 4000$. Tu débutes avec un kit de base, tu apprends avec ça, puis après ça, tu développes ton besoin pour quelque chose de plus cher, de plus évolué plus tard. Ouais. Même chose pour les souliers. Ouais. Mais en autant que ce soit des souliers de course. C'est ça que j'allais dire. Je veux mettre un gros bémol là-dessus. Ouais. Parce que je vois bien du monde dire « Hey, je commence à courir », puis ils courent avec des souliers d'entraînement réguliers. Les souliers d'entraînement réguliers, ce ne sont pas des souliers de course. C'est fait pour des changements de direction en plus. C'est pas fait pour la répétition des chocs. Je suis cheap dans la vie, j'aime pas ça dépenser beaucoup dans la vie, mais s'il y a bien une chose que je vais jamais être complètement cheap dessus, c'est des souliers. Je vais toujours m'acheter des souliers de course pour courir. Jamais je vais acheter des souliers d'entraînement pour essayer de sauver quelques piastres. Donc, ça prend des souliers de course. Donc, aller dans des marques reconnues, il y en a plein. Il y y a ASICS, Nike. Mais Nike, il faut faire attention parce que Nike ne sont pas spécialisés course. Donc, tu vas avoir des bonnes chaussures de course. Tu vas avoir aussi des chaussures de basket. Tu vas avoir des chaussures d'entraînement. Tu vas avoir plein de différents types de chaussures. Donc, eux, il faut faire attention. Adidas, même chose. Ils ont des chaussures de différents types. C'est ça. Tandis que si on regarde Saucony, si on regarde Brooks, on avait dit ASICS. Ouais. ASICS, je pense que c'est principalement de la course. Bon, il y en a plein d'autres. Je ne vais pas toutes les nommer. Mais il y a vraiment plusieurs marques qui sont spécialisées pour la course. Et donc, d'aller vers une de ces marques-là, Nike, c'est correct aussi, mais assure-toi de prendre un soulier qui est de la ligne de course. Parce que sinon, tu ne vas pas aimer la course. Sinon, tu vas te dire, hey, les sensations que j'ai sont tellement négatives parce que tu cours avec un soulier qui n'est pas fait pour ça. Donc, ça, c'est une des grosses affaires, c'est de s'acheter une chaussure qui a de l'allure. Moi, depuis vraiment plusieurs années, là, puis probablement, en tout cas, dès les premières années, je vais sur le site runrepeat.com. C'est un site où il y a un grand inventaire de souliers, de courses, trail. En tout cas, il y a plusieurs filtres possibles quand tu fais des recherches. Puis surtout, des reviews de pros et des reviews d'amateurs. Les souliers sont cotés. Tu as des liens aussi vers... tu peux mettre ta grandeur de souliers, puis il va t'amener vers des sites où les souliers sont en spécial. Fait que moi, les premières années, je trouvais des paires à 80$ qui valaient 120, 150. J'achetais ça sur Amazon. Puis pour de vrai, c'est peut-être parce que je suis pas difficile, mais je les commandais sur Amazon, puis j'étais très satisfait. Puis il était coté 90 sur 100, puis pour moi, ça convenait très très bien. Fait que runrepeat.com, pour moi, a toujours été un très 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 bon site pour ça. Mais maintenant, on commande plus sur Amazon, maintenant. Non, il y a ça, on commande plus sur Amazon. Ouais. Vous pouvez, tu sais, on peut aller en boutique aussi, puis parler à un professionnel, mais est-ce que cette personne-là est vraiment professionnelle et connaisseur? Ou sinon, tu fais plusieurs boutiques, tu parles à plusieurs personnes pour te faire une vraie boutique générale. De course. Tu vas à une vraie boutique de course. Non, il en existe plein des boutiques de course. Moi, c'est sûr, je vais mentionner celle avec qui on est partenaire, donc le coin du pédaleur, au coin du pédaleur et du coureur. Que là-bas, tu ne pourras pas acheter des souliers d'entraînement réguliers. Ça va être des souliers de course qu'ils ont, donc tu ne peux pas te tromper. Mais oui, d'aller à un endroit spécialisé. Sport Expert n'est pas un endroit spécialisé. Okay? Tu peux tomber, c'est peut-être qu'ils ont un ou deux bons vendeurs de souliers de course, mais très souvent, c'est du monde qui sont pas... C'est ça. Non. Souvent, c'est pas du monde qui sont spécialisés là-dedans. Ils sont spécialisés en général dans le sport.
Donc c'est ça, d'aller à un endroit qui est spécialisé pour ça. Puis quand tu débutes, moi je dirais que si je débute, je voudrais aller à une boutique pour essayer en premier, avant. Une fois que tu as ton modèle, fine, tu peux après ça les commander en ligne. Mais vous avez 10% de rabais si vous commandez avec le coin du pédaleur du coureur. Mais pour commencer, je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller sur place. Moi, je sais que mes premiers souliers, je les ai achetés sur place. J'ai aussi ma phase que je commandais plein de marques différentes. J'ai dû essayer toutes les marques avant d'être commandité par Skechers pendant plusieurs années. Puis je pense que de varier, c'est important aussi pour essayer de justement trouver qu'est-ce qui convient le mieux. Puis peut-être pas toujours courir avec la même chose d'un pied, parce que la journée que ce soulier-là se fait plus, puis que les souliers suivants de la même marque, mettons, ou le même modèle, sont complètement différents. Exemple, une drop complètement changée, un talon beaucoup plus épais. Je pense que t'es mieux, pas mal dès le départ, d'essayer de varier avec des souliers que tu apprécies, des paires différentes que tu apprécies. Je pense que c'est sûr que ça va être difficile pour ceux qui commencent d'acheter 2 paires quand ils sont même pas certains s'ils vont s'y mettre. Mais après un certain temps, quand on commence à faire plus de millage, je trouve que ça vaut la peine d'avoir 2 paires, de pouvoir changer de quelques fois, peut-être avoir une paire plus spécialisée quand on essaie de faire des entraînements plus vite, d'autres pour jogger. Je pense que ça vaut la peine, ça change le mal de place des fois. Oui, puis je pense aussi, courir, moi j'avais lu, courir 2 jours de suite, tu changes de paire, parce que ça prend peut-être 24 heures pour une mousse ou une semelle à se replacer au niveau du soulier. J'avais lu ça. Fait que bref, j'utilise jamais le même soulier en dedans de 24 heures. Ouais. Donc bref, si on revient à notre objectif, comment se motiver à courir, ou motiver quelqu'un qu'on connaît à courir. On a ça, on a d'avoir de l'équipement approprié. Je pense que de se mettre sur une appli qui note l'exercice, ça peut en aider certains. Faut pas que ça devienne maladif, mais je pense qu'au début, c'est souvent un tremplin qui aide les gens à s'y mettre. Par exemple, si on regarde Strava, si on regarde son Garmin Connect, ou il y en a d'autres. Que ça soit juste pour soi, juste pour avoir quelque chose qui nous montre, OK, j'ai fait 5 km aujourd'hui. Ah, là, j'ai fait 8 km. Puis cette semaine, au total, là, je suis rendu à 15 km. Je pense que ça va vraiment aller chercher, encore une fois, régulation introjectée. Tu te sens fier de ce que tu as fait. Et tu vois, moi, c'est pour ça que je reviens, je m'obstinais là, avec le monde pendant... C'était des débats, on se faisait des débats, c'était amical, mais j'étais très obstiné là-dessus parce que je disais, mon point est que c'est super important, faut pas dire que c'est une mauvaise source parce que moi je trouve que c'était ma source principale. À la base, les humains, on a un ego. Il y a tous des gens qui ont des gros égos, il y en a qui ont un plus petits égos. Mais à la base, c'est ce qui nous distingue pas mal des autres animaux, je crois. C'est vraiment c'est cet ego, cette conscience de soi, de comment on veut paraître, puis de comment on veut être, puis de comment on veut se penser qu'on est. Puis je pense que on veut pas que ça soit maladif. Il ne faut pas que ça soit maladif. Mais je pense que c'est important de se sentir fier. C'est important de se sentir fier de ce qu'on a fait. C'est sûr, là, on peut le dire par opposition, ouais, mais ça, c'est juste, tu te sens fier, mais c'est parce que tu te sens pas mal de ne pas l'avoir fait, ça, c'est négatif. Je pense quand même, il y a 2 façons de le voir, mais à la base, pourquoi est-ce qu'on fait des bonnes actions, les humains? C'est parce qu'on veut pas, après ça, se sentir mal d'avoir fait quelque chose de mal. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui va faire la différence entre un criminel et quelqu'un qui n'est pas un criminel. C'est j'ai pensé avant d'agir, j'ai réfléchi aux conséquences que mes actions auraient. Je veux pas que les gens me voient mal, je veux pas être mal, me sentir mal envers moi-même. Et donc, je pense que même si on la positionne comme étant une des sources de motivation plus faibles, plus extrinsèques, je pense que c'est une des plus importantes. Il y a quand même, tu sais, t'as comparé, mettons, avec un criminel, tu sais, où je veux pas faire d'acte criminel, il y a quand même un aspect, je veux dire, si tu fais l'acte criminel, tu vas être, puis si t'es pogné, si tu te fais pogner, ben tu vas être
pénalisé, tu vas avoir une conséquence. Ça, on serait dans externe. Dans celui-là. Okay. Mais dans ce cas-ci, je parle plus de me sentir mal d'être un criminel. Mettons, je veux pas me sentir mal, je veux pas avoir de regrets, je veux pas avoir de remords. Tu sais, ça. Je pense que c'est plus ça qui me motive même que. Je sais pas, ça doit dépendre d'une personne à l'autre. Moi, c'est beaucoup ça. Moi, c'est ma crainte, c'est d'avoir de la misère à me coucher le soir, à m'endormir parce que je me sens mal de ce que j'ai fait. Donc, j'évite de faire ces choses-là. Ou que tu te sens mal de ce que tu n'as pas fait. Mettons que tu n'as pas aller faire une course alors que tu aurais dû. Oui. Donc, c'est ça. Je trouve que c'est c'est drôle. Plus le temps avance, plus ça va m'arriver de manquer des entraînements, de manquer des runs. Puis je dors quand même bien le soir. Mais je trouve... Ouais, mais... Ouais, vas-y. Mais là, mais en même temps, tu rentres dans la, je sais pas, la portion expérience. Tu sais, écoute, t'as monté à un niveau, t'as été élite, t'as monté à un niveau, t'as gagné des courses, tout ça. T'as déjà eu toute cette expérience-là de gains, de bourses, de compétition, de tout ça. Puis peut-être qu'à un certain moment, ça fait juste, c'est correct, je l'ai fait, puis j'y tiens peut-être moins. Je sais pas si c'est ça, mais des fois, si tu t'entraînes moins fort, comme par exemple cet hiver, si tu t'es entraîné moins fort, c'est peut-être parce que tu avais moins la motivation, parce que tu l'as déjà tout fait. Tu as déjà tout réussi ce que tu avais à réussir, probablement. C'est sûr, il y a toujours d'autres choses que je veux réussir. Puis c'est ça qui me continue à me motiver à faire des entraînements, même si les gens, ils savent, les gens qui ont fait des entraînements avec moi, qui ont fait des courses avec moi, justement à la course à l'Assomption foulée, et que j'ai fait récemment, mes compétiteurs, Guillaume, il pourra vous le dire aussi, je respire fort, je souffre. Puis je souffre, oui, parce que je veux gagner la course, ou je veux essayer de bien me placer dans la course, du moins. Mais aussi parce que en entraînement, je vais souffrir, parce qu'après ça, je veux, dans le futur, essayer de battre mes temps, essayer de gagner des courses. Donc j'ai encore cette motivation-là. Mais c'est sûr qu'elle est plus faible que dans le passé, donc c'est pour ça que je me sens moins mal quand une journée, je vais pas courir. Je reste un coureur. Je reste que je suis capable d'aller faire un 10 km quand je veux, n'importe quand. Comme ça. Parce que j'ai acquis toute cette expérience. Oui, puis je l'ai déjà dit, en compétition, tu étais une bête au niveau mental. Tu peux aller dans la pen cave, puis justement, tu souffres, puis tout, mais tu lâches pas, tu te rends au bout. Puis tu gagnes encore des courses, tu sais. Puis tu n'es jamais bien loin d'un PB aussi, malgré que ton entraînement, des fois, n'est pas parfait, tu sais. Tu as cette force-là d'aller dans la peine. Mais si on revient au sujet, dans le fond, de comment... on n'ira pas trop loin. Mais je vais revenir sur le point, tu as parlé des applications Garmin, Strava. Moi, je pense que c'est important de dire, c'est des applications qui permettent de comparer tes courses au fil c'est deux choses. De te comparer à toi-même et non de te comparer aux autres. Parce que si tu te compares aux autres, ça se peut que tu sois démotivé. Les deux peuvent être bons. Il y en a du monde qui vont regarder la personne et dire « Wow, il fait ça! C'est faisable de faire ça. C'est possible. Je pourrais le faire. » Expérience vicariante. Mais ça peut aller dans le sens de démotiver complètement. Hey, lui a fait ça, moi je me rendrai jamais là, oublie ça. Donc, il faut savoir qui tu es, quel type de personne tu es, si tu veux utiliser ces applications-là pour te comparer aux autres. Mais aussi, tu peux simplement utiliser ces applications-là, pas te mettre d'amis, te mettre un profil privé, puis juste garder un suivi des courses que tu fais. Regarder, hey, cette semaine, j'ai fait tant de kilomètres. Hey, cette semaine, j'ai encore plus fait de kilomètres. Mais maintenant, je fais des sorties. Ma plus longue sortie, c'est un 15 km. Wow! Donc, d'utiliser ça pour ça. Après ça, se sentir bien, se sentir fier, sentir que ça fait partie de notre identité. Je pense que c'est là, c'est quand tu te dis « je suis un coureur », là, tu n'es plus arrêtable. Une fois que tu te dis ça, puis je pense que c'est pour ça que la course est si populaire, c'est que ça prend... Il faut juste que tu te mettes à le faire, puis c'est quand même accessible. Puis une fois que tu te mets à le faire, tu es un coureur, tu es une coureuse. Il n'y a personne qui peut te dire que tu n'es pas un coureur ou une coureuse. Moi, ce qui m'a vraiment accroché, c'est quand tu te rends compte de la progression. Tu te rends compte de « Hey, ça, je n'étais pas capable le mois passé, maintenant, je suis capable. » La progression est fulgurante. Là. Les 3 premiers mois, la première année, c'est fulgurant. Puis ça, là, en tout cas pour moi, ça m'a accroché. Ça, c'est vraiment, ça a fait « OK, je trippe parce que je m'améliore. » L'expérience, l'auto-efficacité, tout ça s'améliore. Puis ça, c'est accrocheur.
tu vois, c'est pour ça aussi, je trouve, l'auto-efficacité, c'est tellement important. C'est quand tu vois que tu t'améliores, c'est que tu te sens meilleur. Tu sens que tu es compétent. Puis, encore une fois, je pense que ça revient un peu à l'ego. On aime ça être bon dans quelque chose. On choisit un travail. Ben, des fois, c'est pour l'argent. D'autres fois, c'est parce qu'on sent qu'on est bon à ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on le fait. Les hobbies qu'on va choisir de faire, c'est rare qu'on va choisir de faire quelque chose qu'on est complètement pourri. Si on choisit quelque chose qu'on est complètement pourri, c'est parce que vraiment, on aime juste tellement faire cette chose-là. C'est de la motivation purement intrinsèque. T'sais, mettons, je suis pourri au soccer, mais j'y joue parce que j'aime tellement ça. C'est tellement le fun, la sensation d'y jouer. Mais souvent, ce qu'on va choisir de faire, c'est parce qu'on est quand même assez bon. On sent qu'on est quand même assez compétent dans cette chose-là. Moi, c'est ça qui m'a parti. C'est quand je m'étais mis, je me disais, je voulais essayer de bien me positionner pour la course de mon école, la course de fin d'année. Puis la course de fin d'année, je pouvais jamais espérer ça. J'ai gagné la course, je m'y attendais aucunement. Et après ça, crime, j'étais sur un nuage. Après ça, hey, je m'inscris à l'équipe de cross-country au cégep. Puis après ça, quand je choisissais mon université, c'était impossible que je choisisse une université qui n'avait pas une équipe de cross-country. T'sais. Donc, c'est ça. C'est comme ça que ça m'a parti. Mais c'est pour bien des gens, ça va. Mais ça va justement être ça, de sentir, hey, j'ai réussi à courir un 4 km sans arrêter. Juste ça, là, tu te sens fier de ça, tu te sens compétent. Je pense que c'est ça que ça prend. Il faut juste que tu réussisses à te mettre ça. Il faut que tu te mettes un objectif qui est réaliste. Il faut que ça se peut que tu commences, tu vas faire. Ça revient au SMART Goals, si on veut. Donc, spécifique. Tu te dis c'est quoi l'objectif que tu veux, c'est quoi exactement. C'est quelque chose qui est spécifique, que tu peux voir, que tu peux mesurer. S pour spécifique. Accessible. Donc, accessible, dans A, c'est réaliste. Puis realistique aussi. Les deux, je trouve que c'est très similaire, accessible, réaliste. Le M c'est quoi? Tu as skippé le M. Mesurable. Le M, mesurable, c'est ça. Puis t'es temporel, tu te donnes un temps pour le faire. Donc, pour le T de SMART. Tu te dis, je vais essayer de faire ça. Puis c'est ça, c'est facile à remettre au lendemain, puis au lendemain. Tu dis, je vais faire ça cette semaine, je vais faire ça dans un mois. Je vais être capable de faire ça. Donc, tu te dis que tu vas le faire. Puis je pense que c'est pour ça que ça marche tellement, les SMART Goals. C'est parce que tu te dis, OK, je vais faire ça, puis là, tu le fais. Puis une fois que tu le fais, là, tu te sens King of the World, Queen of the World. Tu sais, tu sens que tu es vraiment bon, tu es bon à quelque chose. Donc, c'est vraiment ça. Je pense que c'est la clé. Pour bien les choses, mais entre autres pour la course, c'est de commencer. Commencer, soit que ce soit avec quelqu'un d'autre. Souvent, ça va être ça, d'avoir l'autre personne que tu sais qui t'attend, que tu peux pas la choquer à la dernière minute, parce que tu vas te sentir mal si tu la choques à la dernière minute, parce qu'elle va être dans le chenoute si tu choques à la dernière minute, peut-être qu'elle va te choquer si toi tu choques. Donc, oui, il y a le sentiment de culpabilité, mais selon moi, je veux dire, c'est ça qui fait qu'on est des bonnes personnes, c'est parce qu'on veut pas se sentir mal d'avoir fait quelque chose de mal envers les autres personnes. T'sais. On veut du bien pour les autres, parce qu'on veut pas se sentir mal après ça de leur avoir fait du mal. Donc, je vais sortir parce que l'autre personne dépend de moi. Puis là, après ça, tu peux jaser pendant que tu cours. Là, tu réalises, ça devient intrinsèque quasiment parce que tu as tellement de plaisir. Tu perds à jaser un moment donné quand tu deviens bon en course. Aussi, ça, c'est une autre affaire. Ceux qui commencent la course, qui disent hey, j'ai essayé une fois, 2 fois, c'était l'enfer, je pouvais pas respirer. C'est pas comme ça tout le temps la course. Okay? Au début, c'est comme ça. Quand tu commences, c'est comme ça. Au bout de. Si tu te mets à courir assez régulièrement, là, 2 fois semaine, là, tu augmentes à 3 fois semaine, là, que ce soit des 20-30 minutes, au bout d'un certain temps, ça devient facile. Jogger relax, ça devient facile. Tu parlais, c'est ça, on en vient à ça, tu parlais de clés. Moi, une des clés, ou la clé, c'est de courir lentement. Accepte de courir lentement, le plus lentement possible, pour justement avoir une maîtrise au niveau du cardio, pouvoir parler avec quelqu'un en courant. Puis quand tu voudras courir vite, tu vas choisir le moment. T'sais, mettons une fois par mois, une fois par 3 semaines, tu vas te faire une course de dire, bon, ce 3 km-là, je vais essayer de le faire plus vite qu'il y a 3 semaines, il y a 4 semaines. Ça, c'est là que tu vas essayer de courir vite. Mais sinon, courir lentement, c'est une clé. Oui, courir lentement. Comme ça, tu te sens que tu as accompli. Tu te dis pas comme je sais, je vais courir en tel temps ma course, puis c'est super difficile. À moins que ce soit une course officielle. C'est ça, mais pour des entraînements, pour des sorties.
Donne-toi un objectif qui est réaliste. Si ça te tente de te faire un time trial, ok, c'est correct de te dire, ok, là, je vais essayer de faire un certain temps une journée. C'est correct, ça peut être ça ton objectif. Mais je recommande aussi, tant qu'à y être, inscris-toi à une course. Il y a des courses, oui, il y a des courses qui sont chères, mais il y a des courses qui sont pas si chères que ça, qui sont très abordables. Tu as un beau petit repas qui vient avec après. Tu peux socialiser avec du monde après, pendant. T'invites d'autres mondes, t'embarques d'autres mondes dans la course. Seul bémol, inscris-toi pas à un marathon si tu viens de commencer à courir. Ça, c'est l'erreur classique de « Ah, je vais courir, je vais faire un marathon ». Non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais que c'est une distance mythique. Commence avec un 5, commence avec un 10 au max. Éventuellement, rends-toi un demi. Éventuellement, rends-toi un marathon. Mais d'avoir une course, hey, si je m'entraîne pas, je vais avoir l'air d'un con la journée de la course. Tu sais, je vais faire dur, là. C'est drôle parce que moi, je reviens au fait que je suis un très bon coureur solitaire. J'ai pas besoin de courir avec du monde. Mon premier marathon à vie, je l'ai fait seul. Parce qu'il n'était pas question que je m'inscrive à un marathon puis que je le flanche alors que je suis dans un événement avec plein de monde. Fait que je me suis dit, il n'y a rien de plus dur que de faire un marathon tout seul. Fait que ça a été ça mon premier marathon. Moi, ça a été une motivation. Ouais. Tu te souviens-tu en combien de temps tu l'avais fait? 4h06. 4h06, qui est quand même un bon temps, surtout pour un marathon seul, avec aucune motivation puis une stratégie une stratégie de ravitaillement en repassant devant la maison, en ramassant des bouteilles dans la boîte aux lettres, puis en continuant à courir avec des bouteilles. Puis ça. On ira plus en détail dans un autre épisode, ça, des stratégies, tout ça, de plans d'entraînement, tout ça. Peut-être même qu'on a déjà fait des épisodes là-dessus, mais je pense que si on voit qu'il y a une demande suite à cet épisode, on pourra aller dans cette direction. On avait déjà fait un grand guide là-dessus de toutes les bases de l'entraînement, si on veut aller vite, mais on sait que c'est pas tout le monde qui veut aller vite aussi. Il y a bien du monde qui veut juste être en santé, qui veut juste avoir une belle activité à faire. Et selon moi, la course, c'est la plus belle activité. C'est facile. C'est pas facile, mais c'est accessible. Je veux dire, c'est le sport le plus accessible. Il n'y a pas, à part peut-être la marche athlétique peut-être, mais c'est un des sports les plus universels. C'est à la base de tout. Tu as besoin d'une paire de souliers de course. That's it. C'est sûr, je recommande d'avoir soit des shorts ou des pantalons de sport. Courir en jeans. Oui, on a vu un gars qui a couru un marathon en jeans super vite. On le recommande pas nécessairement, à moins d'avoir des très bons jeans faits pour la course. Donc, peut-être d'avoir des vêtements de sport en général. Souliers de course. Mais c'est tout. Je veux dire, tu n'as pas besoin techniquement de la montre GPS. Tu peux avoir une montre régulière. Tu as couru avec une Timex pendant tellement d'années, toi. Moi-même, pendant mes 7, 8 premières années de course, je courais avec une Timex, pas de GPS. Fait que je mesurais ma course simplement en temps. J'y allais au temps. Ça peut être peut-être aussi un truc pour les gens, d'y aller au temps et non à la distance. Y en a qui c'est la distance qui va les motiver, c'est correct. Ça peut aussi être le temps. Moi, je pense que c'est plus approprié pour bien des gens, surtout ceux qui courent plus lentement. Si tu as fait un 40 minutes ou 30 minutes d'activité physique, c'est beaucoup. Tu n'es pas obligé de dire non, il faut que je fasse 10 km comme lui a fait, puis là, ça te prend 1h30, là, tu vas te tanner, puis tu ne voudras plus en faire. Alors que lui, ça y prend 1 heure. Tu sais, c'est ça. Toi, tu auras pris 1h30 pour la même distance que lui, ça y a pris 1 heure. Fait qu'à ce moment-là, tu étais mis en temps. Ouais. Donc, j'espère qu'on a donné des bonnes pistes pour ceux qui souhaitent commencer la course. N'hésitez pas à nous écrire s'il y a des aspects que vous pensez qu'on a oublié de couvrir. Ça nous fera plaisir d'en parler probablement dans un autre épisode de Nouvelles du monde de la course ou peut-être de rajouter en complément dans un épisode futur où est-ce qu'on parle de l'entraînement. Mais c'est ça, j'espère qu'on a donné des bonnes pistes, comment est-ce que tu peux commencer ou comment tu motives quelqu'un à commencer. On vous invite à passer au coin du pédaleur et du coureur. Leur site internet, c'est pédaleur.ca. Utilisez le code promo monde de la course 10 pour avoir un beau 10% de rabais. 10% de rabais là, sur un vélo à 5000$, c'est 500$. Fait que, je vous dis ça, je vous dis rien. Aussi, mon demi-marathon Mont-Tremblant, si ça vous tente de vous inscrire à
une course super facile. Non, c'est pas une course facile, c'est quand même une course avec des bonnes côtes, mais c'est une très belle course, un très bel endroit. On a le code promo Monde de la course. On a aussi Gaspésia, si ça vous tente de vous mettre au trait. Inscrivez-vous pas à un 65 km si vous commencez, s'il vous plaît. C'est quoi la distance? Ça tombe bien qu'il l'a pas au Gaspésia. Ah non? C'est quoi les distances au Gaspésia? Ah, c'est une bonne question. Je sais qu'il y a un 35, quelque chose du genre, me semble. Il y a un 35. C'est quoi le plus court? Hey, mon Dieu. Ben, le plus court, il y en a pour les enfants. Fait, il y a un 5 kg, il y a peut-être un 1 kg. Hey, je connais pas toutes les distances. Bon, ben, inscrivez-vous au 5 ou au 1 ou peut-être pas la course d'enfants. Le TP50 inclut un 13 le vendredi, un 25 le samedi, un 12 le dimanche. Fait que peut-être que juste courir le 13 le vendredi est possible, peut-être que juste courir le 12 le dimanche est possible. Écoute, il y a plein de distances. Ouais, découvrez ce qui est fait pour vous aussi. Peut-être que vous n'en avez rien à foutre de courir sur de l'asphalte, mais de courir dans des sentiers, respirer l'air frais des arbres, peut-être c'est ça qui vous allume. Allez-y pour ça aussi. Puis écrivez-nous aussi si vous voulez vivre votre première expérience de Gaspésia 100. On va avoir un tirage. Vous pourrez gagner votre inscription gratuite. Votre inscription gratuite. Ouais. Le code aussi, Monde de la course. Oui, c'est juste Monde de la course. Ouais. C'est 30% de rabais. Puis il y a un autobus aussi qui est disponible là, pour faire le voyagement, soit à partir de Montréal ou de Québec. Donc, avec plein d'autres gens qui prennent cet autobus-là voyageurs. Oui, puis finalement, la foulée des parcs à Outremont, c'est en juin, fin juin, c'est le même week-end. C'est le même week-end que Gaspésia, malheureusement. Et ça, le code promo, c'est JARY, J-A-R-Y. Donc, inscrivez-vous à une de ces courses, des fois, si c'est ça qui vous motive. Commencez, en fait, à acheter une paire de souliers de course et allez-y. Ou motivez votre ami à s'acheter une paire et accompagnez-le ou là pour une écrivez-nous si vous avez des questions, quoi que ce soit. Ça nous fait toujours plaisir de répondre, bien sûr. On n'est pas méchants. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Et sur ce, bonne course. Bonne course, merci.